Il est difficile, après l'émotion de la poésie, d'aborder la rudesse du concept. Mais une définition du bonheur aussi dont on n'a pas du tout parlé, c'est la contemplation. Alors Platon parlait de la contemplation des idées, du beau corps à l'idée de beauté. Ça peut être la contemplation divine par le mystique, et ça peut être la contemplation esthétique. Dans ce moment que nous venons de vivre, donc il y avait beaucoup de cette expérience esthétique qui est certainement peut-être une des voies du bonheur. Alors, il pourrait paraître un peu incongru finalement, disons, de parler du bonheur dans ces temps inquiets, pleins d'incertitudes. Et peut-être qu'il y avait dans ce titre, il est où le bonheur, une espèce de présupposé que quelle que soit la déréliction, comme disent les mystiques dans leur roman, ils sont les plus bas, hein, avant de remonter, dans ce moment, disons, de déréliction, on a besoin peut-être d'une petite étincelle et d'une lumière, un petit peu, dont on a entendu la voix ce matin, avec Frédéric. Pour aborder précisément, disons, cette notion, on dit notion en philosophie, alors que le bonheur, c'est tellement autre chose qu'une notion. On a ce qu'on appelle les nouvelles pratiques philosophiques. Alors, la pratique philosophique classique, par exemple, vous l'avez vu ce matin, c'est par exemple la conférence. Hier, nous avons vécu d'autres types de pratiques philosophiques qui ne sont pas sans lien d'ailleurs avec des filiations jusqu'à l'Antiquité, mais qui sont en tout cas, disons, renouvelées, comme par exemple le café philo, puisqu'on sait que Socrate se baladait dans les rues d'Athènes et discutait avec un petit peu, disons, de tout venant, quoi. La philosophie dans la cité, la philosophie de la rue. Et puis il y a aussi des rencontres improbables, Pierre Belmas en parlait ce matin, la philosophie de l'entreprise par exemple. Et nous avons donc tenté hier, donc ces formules un petit peu, disons, renouvelées de ces pratiques philosophiques, de ce plaisir aussi, même j'irai jusqu'au bonheur de penser ensemble. Et d'abord avec les enfants, ça c'est une des pratiques philosophiques, Frédéric a beaucoup parlé, a beaucoup agi, disons, pour développer la philosophie avec les enfants. Ce qui est intéressant chez l'enfant, c'est que au-delà de cette innocence un petit peu, disons, présumée, il y a des questions fondamentales, des questions radicales, et qu'il pose peut-être pour la première fois, avec une massivité, une radicalité que nous autres, disons des adultes, on est pris de surprise quand on découvre dans la parole de l'enfant la question existentielle que nous posons depuis toujours. Et alors, Jean-Charles Pétier, lui, a animé 9 ateliers ces 2 derniers jours, et peut-être que tu vas nous donner quelques temps forts. Oui, bonjour. Alors, oui, j'ai animé 9 ateliers, donc ça veut dire 200 enfants. Et avant de donner quelques temps forts, je veux exprimer mon émerveillement devant ces enfants et devant l'école française qui les a réunis. La diversité de ces enfants, leur variété de couleurs, de conditions sociales, de situations, des enfants en situation de handicap, avec des besoins particuliers, et tous échangeant ensemble. Et ça, je suis extrêmement fier d'avoir pu contribuer à ça. Alors, ce que j'ai remarqué, très globalement, c'est leur extrême capacité d'échanger, de travailler, et un vrai intérêt pour ce sujet du bonheur. Une question qui les impliquait, loin d'une légèreté, au contraire, avec une grande profondeur, tellement grande d'ailleurs que je réalise maintenant qu'en fait, je me demandais toujours comment Frédéric pouvait aborder tant de sujets
et avec tant de pertinence, et je viens de comprendre qu'il pompait toutes ses idées aux enfants. Alors évidemment, je plaisante, mais il se trouve qu'avant, je savais que je devais présenter cet atelier, et je voulais venir les mains dans les poches, en fait, en me disant ça va donner un petit peu de tension à mon propos et à ma façon d'agir. Et puis je suis arrivé, mes camarades avaient écrit plein de trucs, et j'ai commencé à paniquer. Donc j'ai noté un peu, et je vais y venir tout de suite, hein, bien sûr, certaines choses qu'avaient dites ces enfants, et je note, et Frédéric commence sa conférence, et je me rends compte que plein des points qu'il aborde ont été abordés par ces enfants, avec à nouveau une grande pertinence et une grande acuité. Alors, je me demandais ce qu'ils allaient dire sur le bonheur. C'est quoi le bonheur? C'était la question. On n'était pas dans le c'est où, on était plutôt dans le c'est quoi. Et je me disais, est-ce qu'ils vont me dire que le bonheur, c'est finalement de posséder, c'est l'immédiateté, de tout avoir tout de suite? Ben, pas du tout. Enfin si, certains, bien sûr, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de débattre, d'échanger. Mais en réalité, ça a été assez rapidement questionné. Hein. Ils se sont questionnés, est-ce que finalement, ça serait bien d'avoir tout de suite, d'avoir plein de choses. Ils se sont demandé si finalement, il n'y avait pas une part de bonheur, ne serait-ce que le bonheur, un bonheur qui commencerait dans l'effort pour parvenir au bonheur. Dans le fait que le bonheur, ça peut venir de l'attente qu'il y a eu pour y parvenir. Alors, est-ce que le plaisir de l'attente, c'est déjà le bonheur? Ah, ça dépend, parce que est-ce que le plaisir, c'est le bonheur? Non. Pour eux, le plaisir, ce qui est apparu, c'est que finalement, le plaisir, ça ne dure pas. C'est pas le bonheur, c'est pas ça. Et puis le bonheur, qu'est-ce que c'est? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une usure? Mais est-ce que tous les bonheurs s'usent? Et là, j'ai un petit garçon qui m'a dit non. L'amour, ça s'use pas. Est-ce que ça évolue, le bonheur? Il y avait une petite fille qui me dit, bah, tu vois, avant, je n'aimais pas la salade. Puis maintenant, j'aime bien la salade. Même j'adore la salade. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'aimais pas avant et que j'aime maintenant? Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que le bonheur, c'est pareil? Alors bon, voilà, c'est quelques exemples comme ça. Hein. Est-ce que le bonheur, ça serait pas... Est-ce que c'est une chose finalement? Ou bien est-ce que c'est plutôt une façon de voir les choses? Ça aussi, c'est une question qui a été abordée finalement. Une façon de voir les choses. Et là, il me montre un petit garçon qui était épanoui. Il me dit, je me souviens plus de son prénom, ce petit garçon. Il dit, ben lui, il est toujours heureux. Et effectivement, quand on le regarde, il a l'air toujours heureux. Et heureux qu'on constate qu'il est heureux. Je dis, ah bon, toujours? Il dit, ben regarde, hier il a perdu une bille. Bon, c'est embêtant quand même. Mais il était heureux à l'idée que quelqu'un allait peut-être lui rapporter. Et alors ça, bon. Alors est-ce que le bonheur c'est ça? Est-ce que c'est ce rapport au monde? Mais est-ce que ça se décide? Est-ce que c'est un caractère? Est-ce que c'est des circonstances? Voilà les questions qui se sont posées. Hein. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les questions qui se sont posées. Ces 9 ateliers se sont conclus par un atelier avec les parents. Et c'était très intéressant aussi parce que c'était des parents et des enfants, mais finalement c'était avant tout des gens qui réfléchissaient ensemble. C'était très intéressant. Les parents ou les grands-parents ne s'adressaient pas aux enfants pour leur faire la leçon, ou comme moi je me suis adressé à mes enfants pour leur expliquer, voilà, je vais te donner la solution, la clé. Non, c'était... ils s'interrogeaient aussi. Ils suggéraient des pistes comme les enfants, ils réagissaient aux propos des enfants. On avait vraiment une communauté plus à l'horizontale. Et ça, c'était, je dirais pour conclure, un vrai moment de bonheur.
Jean-Charles, on dit parfois que la vérité sort de la bouche des enfants, en tout cas les questions sortent de la bouche des enfants. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que, ou bien on dit ils sont trop petits, surtout quand il s'agit de choses qui sont un peu graves, on dit ben, prenons au sérieux dans leurs questions, considérons-les comme des interlocuteurs valables, chiches, et puis à ce moment-là on commence, disons, à les accompagner dans leurs propres réflexions pour qu'ils trouvent finalement leurs propres réponses, et non pas les réponses des autres adultes. Et c'est intéressant de voir, comme tu viens de le dire, que dans des discussions qui sont intergénérationnelles, on a, disons, à la fois des enfants et des parents, disons, et des grands-parents, et bien, les adultes changent dans leur rapport, par rapport, disons, aux enfants, en commençant à poser des questions eux-mêmes, mais pas pour qu'ils répondent et qu'ils répondent bien, comme c'est le cas en classe, par exemple, mais pour précisément s'interroger peut-être eux-mêmes et être interrogés par les questions que les enfants posent et se posent entre eux. Alors, on a eu... Tu as envie de réagir, Frédéric, quand tu veux. Juste sur ce que tu viens de dire, moi je me souviens que des parents d'élèves étaient venus me voir à la fin d'un cycle de philo qui avait duré toute l'année. Ils m'ont dit, on n'en peut plus de la philo avec les enfants parce qu'ils n'arrêtent pas de demander, mais maman, justifie pourquoi tu dis ça. Maman, argumente, tu me demandes de faire ça, mais argumente. C'est formidable, comme effectivement les enfants qui philosophent à l'école, ils philosophent à la maison, et c'est pas toujours facile pour les parents. Absolument. Alors, Christophe, toi tu animais, disons, un atelier sur l'entreprise. Et si j'ai bien compris, tout son intérêt, c'était d'avoir des personnes extrêmement, disons, différentes. Oui, j'ai pris de longs plaisir. D'ailleurs, il y a certains qui sont dans la salle. Je les remercie parce que vraiment, ça a été un moment d'échange fort, de regards croisés. Patrons, salariés, psychologues, ressources humaines, établissements privés, établissements publics. Et c'est ça aussi, je crois, la fonction d'un atelier ou d'un café philo, c'est de créer un espace où on peut, avec des convictions et des regards très différents, raisonner ensemble. Et c'est cet élément que je voulais souligner. Alors, on s'est posé la question, en fait, une question pile et face. Pile, est-ce que les entreprises peuvent-elles faire le bonheur des salariés ? Face, est-ce que les salariés peuvent-elles trouver leur bonheur dans l'entreprise? On est parti là-dessus. Alors d'emblée, on a été amené, alors je ne sais pas si ça a été dit, mais rapidement dans un contexte historique, c'est-à-dire la question de ramener ou de rapprocher la notion de travail ou le travail avec la notion de bonheur est très récente. Je ne sais pas vous, mais moi, auprès de mes parents ou de mes grands-parents, j'ai rarement entendu associer travail à bonheur. J'ai entendu associer travail et fierté, travail et effort. Donc c'est, ayons à l'esprit, quelque chose de nouveau. Ce n'est pas deux notions consubstantielles qui auraient toujours préexisté. C'était un questionnement relativement, voire très contemporain. On est venu aussi, je vais rapidement, sur la notion même de travail. Le travail prend une valeur qu'à partir de la Renaissance, où là, elle devient une valeur avec la montée de l'humanisme, avec la réforme, qui traduit d'ailleurs le retour du travail, enfin l'apparition du travail comme une valeur, et qui le transforme au niveau théologique. Il y a Max Weber qui plus tard fera et montrera en quoi le travail est devenu une valeur d'émancipation. Mais tout ça est relativement récent. Et l'idée d'associer management et bonheur date de 20 ou 30 ans. On voit l'apparition, on va y revenir, en management de cette affaire-là. Deuxième élément, c'est important, ça sera peut-être le fil conducteur. Ça a été un peu notre fil conducteur, c'est qu'on a d'emblée noté un paradoxe. C'est-à-dire, au moment où on parle de bonheur dans l'entreprise, où ce mot devient fréquent, dans le management, dans le même mouvement, on a aussi une actualité où on met en exergue burn-out, harcèlement, bore-out, c'est l'ennui, et maintenant il y en a un dernier, excusez-moi pour l'accent, c'est burn-out, donc ça veut dire le sentiment que ce que je fais est absurde et n'a pas de sens. Donc on a voulu s'interroger aussi sur ce apparent, alors vrai-faux paradoxe entre cette apparition du bonheur, de cette notion, y compris dans le management des organisations, et en même temps cette actualité qui souligne une certaine souffrance, ou une souffrance tout court au travail. Dernier élément, on s'est dit, oui, mais alors,
comment on va s'y prendre? Il faudrait d'abord définir le bonheur. Bon, finalement, on n'a plus le choix, enfin, j'ai surtout pris le choix, on va dire, mais de proposer un présupposé. Donc on est parti d'un présupposé, et après on voit comment il évolue. Le bonheur est une affaire subjective. On est parti sur une vision kantienne du bonheur, c'est-à-dire le bonheur n'est pas de l'ordre de la rationalité, mais plutôt de l'ordre de l'imaginaire. C'est pas une notion objective, mais c'est une notion empirique. Et finalement, chacun a ses propres préférences, ses propres représentations quant au bonheur. Donc, voilà, nous partons tous ensemble sur cette réflexion, avec chacun sa propre perception, sa propre expérience de ce qui peut être le bonheur. Alors, ce qui est arrivé, c'était intéressant parce que, est-ce que c'est légitime, nom de Dieu, de parler de bonheur dans l'entreprise? Alors, il y a eu, bien sûr, les tiraillements. On peut dire, mais l'entreprise, elle n'est pas faite pour le bonheur, elle est là pour produire, pour organiser, pour survivre, se développer, etc. Mais, en même temps, on s'est dit dans l'atelier, mais l'entreprise, elle est faite de quoi? Des hommes et de femmes, communauté humaine. Est-ce que c'est pensable? Alors que dans la société, on parle, c'est comme Frédéric Lenoir l'a illustré fortement, on parle de la notion de bonheur, c'est quelque chose qui nous habite, qui traverse les consciences. Comment cette notion ne viendra pas frapper à la porte des entreprises? Donc ça, c'était le premier élément, c'est-à-dire, il nous a semblé que même quand on voulait chasser le bonheur de l'entreprise, il revenait par la fenêtre. Et qu'il y a quelque chose là. Et que ce n'est pas par hasard seulement ou par un acte superficiel que les entreprises se poseraient la question du bonheur, mais c'est aussi un fait sociétal et les entreprises sont dans la société que nous connaissons. Alors, l'élément sur lequel il nous a semblé, aux participants qui ont mis en avant, sur quoi s'adosserait le bonheur. Après, on verra qu'il y a le bonheur trébuche aussi une entreprise, hein, bien évidemment. Mais dans un premier temps, on s'est dit, et ce qui est apparu, c'est une notion, et qu'a donné d'ailleurs Frédéric Lenoir, c'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire, dans le travail, j'accomplis quelque chose, je me mesure à des objectifs, comme pour parler de manière un peu hegelienne, on va dire que l'esprit s'incarne dans la matière, je peux me réaliser, extérioriser une certaine vision de ce que je peux faire, de mon imaginaire, de mes compétences. Et ça, c'est une notion assez forte d'accomplissement, parce que derrière, et ça a été aussi souligné ce matin, ça veut dire que dans l'entreprise, dans le travail, alors j'ai oublié de dire qu'en entreprise, nous avons vu de manière très large la notion d'entreprise. Il y a entreprise privée, il y a établissement public, il y a association. Donc c'était une vision, c'est pas seulement l'entreprise privée, grande entreprise, capital travail, mais c'est, on va dire, on a défini ça, l'entreprise comme un lieu de travail plus ou moins collectif. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que cet accomplissement, on touche là à ce qui a été dit ce matin, c'est, on peut dire de deux manières, c'est que d'une certaine manière, ou directement, le travail renforce par l'accomplissement, par ma confrontation, renforce ma puissance à agir. Spinoza. Renforce ma persévération, même le fait de persévérer dans mon être. Mais on peut aussi le dire sur un auteur qui n'a pas été cité, qui est venu il y a 3 ans, Alain Badiou, qui a écrit un manifeste qui s'appelle La métaphysique du bonheur, qui dit que le bonheur, c'est lorsque je découvre de nouvelles capacités. Je découvre de nouveaux horizons. Et c'est peut-être ça aussi ce qui, dans on appelle développement des compétences, il y a quelque chose dans l'entreprise, donc l'entreprise au sens large, où il y a un moment où je peux finalement me rendre compte que je peux acquérir, développer telle compétence, telle proposition, j'élargis mon horizon. Alors, bien sûr, dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que le bonheur pouvait trébucher en entreprise. Un des éléments qui a été donné, c'est la partialisation du travail. C'est-à-dire que de plus en plus, ce qui ressortait, c'est que les salariés, et même la conception que peuvent en avoir certains employeurs, sont très loin de l'objet, finalement, ou de la prestation qui est produite par l'entreprise. C'est-à-dire que la division du travail me ramène à une tâche,
Et je perds le fil entre ce que je fais et le résultat final. Donc, certains auteurs d'ailleurs, alors c'est intéressant, on l'a convoqué, là je ne vais pas détailler, mais Hannah Arendt, et on reviendra peut-être dans la discussion, elle est intéressante de point de vue parce qu'elle fait la différence entre le travail, chose éphémère, parcellaire, et l'œuvre, chose dans laquelle je peux me réaliser et qui s'inscrit dans le temps. On pourra revenir sur... Donc, première difficulté, la personnalisation du travail et peut-être derrière une certaine forme de dépossession. Il y a même Marx et d'autres philosophes qui ont parlé d'aliénation, c'est-à-dire qu'il y a une perte du sens, et on reviendra sur la question du sens, il y a une perte de la finalité de ce que je fais, y compris une perte de ma réelle contribution, c'est-à-dire finalement où est ma place et quelle est ma réelle contribution dans cette affaire-là. Première difficulté où la question du bonheur peut être amenée à trébucher. La deuxième qui est donnée, et que révèlent pas mal de jeunes, d'après ce qu'on dit des entrepreneurs, c'est la question de la subjectivité du collectif, ou si on veut, de la singularité de la norme. De plus en plus de jeunes, sans stigmatiser, et d'ailleurs c'est pas une stigmatisation, c'est un fait de société intéressant, des jeunes nous disent les employés ont du mal, quand ils rentrent dans une entreprise, à rentrer dans les normes, les process, ils ont l'impression là qu'on leur ôte quelque chose, il y a le sentiment qu'on leur propose de travailler de manière étriquée. Et il est vrai que nous sommes dans une société qui met l'accent sur l'individu, sur être acteur de sa vie, et donc là il y a peut-être aussi une difficulté dans l'entreprise qui reste un monde normé, et de l'autre côté une inspiration. Alors tout à l'heure on a parlé de liberté ce matin, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, mais où un besoin, une inspiration à élargir son espace, à pouvoir créer, à pouvoir imaginer sans forcément se conformer à des normes qui ont été faites par d'autres, en d'autres temps, etc. Donc difficulté et comment dans l'entreprise on va gérer cette affaire-là et on pourra l'élargir tout à l'heure sur la société. La deuxième question qui a été donnée, où là aussi le bonheur, c'est la question de la domination qui a été soulevée. La question de la hiérarchie de la domination. Non pas que la hiérarchie soit en soi consubstantiellement contraire au bonheur, au fait d'accéder au bonheur, mais lorsque cette hiérarchie devient dominatrice, lorsque cette hiérarchie se mêle à des égos, ou lorsque cette hiérarchie est sous une pression économique, financière, qui fait qu'on fait de moi ou du salarié, non pas une fin en soi, mais un moyen. Et là, on retrouve Kant aussi. Kant considérait qu'il était immoral de faire d'autrui un moyen, ou en tout cas d'en faire systématiquement dans le temps un moyen. Donc il y a aussi une question de l'entreprise. Comment l'entreprise peut se positionner par rapport au bonheur si elle se pose la question, si elle ne se pose pas cette question-là, c'est-à-dire la place du salarié. 72% dans une enquête, ça je ne l'ai pas dit à l'atelier, j'ai regardé hier soir, dans une enquête IFOP, 72% des salariés souhaiteraient plus de démocratie ou carrément une entreprise démocratique sur leur lieu de travail. Donc il y a une question autour de cette affaire. Place du salarié et l'expression du salarié et comment, et on va voir que le management, bien sûr, réagit par rapport à ces questions. Comment il réagit? C'est intéressant. La première, et je vais en donner un exemple, c'est, vous connaissez peut-être la parabole. Il y a une parabole, le management, c'est les trois cantonniers. Alors on va imaginer, je ne sais pas qui, mais par exemple, on va imaginer que Frédéric Lenoir va interviewer ses cantonniers. Le premier, il lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je casse des cailloux. » Vous voyez bien, je casse des cailloux, il fait chaud, je casse des cailloux. Le deuxième, il se retourne et dit « Vous voyez, je suis en train de construire un mur. » Et le troisième, il se retourne et il dit « Vous voyez, je suis en train de construire cette cathédrale. » Toute la question du management est là, mais en même temps l'ambiguïté. Autrement dit, le bonheur est affaire d'imagination, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la chose que je fais telle qu'elle, mais c'est comment moi-même, en tant que salarié,
individu, je l'inscris dans quelque chose de plus ample. Comment le management peut favoriser cet imaginaire, sachant que là il y a une contradiction, puisqu'en même temps l'imaginaire est d'ordre individuel. Et il y a donc une tension dans cette recherche du développement du bonheur dans l'entreprise, du recours à l'imagination, et en même temps, comment ne pas tomber, j'y reviendrai, sur la manipulation des esprits. Il y a une tension. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que le management est aujourd'hui conscient de cette question et que la question du bonheur devient un vrai sujet. Mais alors, deuxième temps, troisième temps, on s'est dit, enfin l'atelier s'est dit, oui mais est-ce que c'est une bonne idée de prendre la question du côté du bonheur? D'abord parce qu'un certain nombre nous ont dit, enfin, notamment une participante, mais ça a été repris, finalement, est-ce que le bonheur, ça ne participe pas de l'impermanence? Alors, vous savez, l'impermanence, en plus, l'entreprise nous dit que tout est impermanent, de certaine manière, le changement est continuel. Alors, est-ce que le bonheur ne serait pas aussi quelque chose, finalement, de liquide? Or, si on va en faire une notion de management, à un moment donné, il faut l'essentialiser un petit peu. Il faut lui donner, c'est un état. Il faut essayer d'appréhender. Or, est-ce que cette affaire de bonheur n'est pas forcément quelque chose qu'on ne peut pas attraper vraiment? Qui, dès qu'on l'attrape, il est déjà ailleurs. Et si on l'a attrapé, de toute façon, ça ne peut être que temporaire et il ne cesse de changer. La notion qui a été donnée aussi à tout ça, c'est finalement, est-ce que ça a du sens de parler de bonheur dans une entreprise, dans la mesure où, en fait, on est fait de 1000 états. On passe d'un état à l'autre, le bonheur va s'adosser à une inquiétude, cette inquiétude va s'adosser, il y a quelqu'un qui a décrit son parcours de vie, passant d'un état de bonheur, redécouvrant des situations de souffrance, et vice-versa. Donc, cette instabilité du bonheur, qui est en plus notre personnel, est-ce qu'elle a un sens dans le fait de l'ériger au sein d'une entreprise? Et la question qui a été donnée, et là on renvoie aussi peut-être à une notion de bonheur. Vous savez que, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas dit à un atelier, vous savez que ce qui est le plus difficile à peindre, c'est le sourire. Le sourire est le plus difficile à peindre. Parce qu'il est très difficile d'extraire le sourire d'un visage. Alors, la question du bonheur, et là on élargit au-delà de l'entreprise, c'est peut-être du même registre. Est-ce qu'on peut prendre comme ça la question du bonheur, prendre la pièce détachée du pulse de vie, l'étudier, lorsqu'on l'a quelque part enlevé du pulse, c'est-à-dire cette difficulté de parler du bonheur, parce que le bonheur, comme le sourire, il appartient de manière consubstantielle au visage ou à la vie dont il est question. Donc cette question de bonheur, non seulement elle serait impermanente, mais il y a une question, comment la saisir vraiment? Est-ce qu'on peut l'isoler? Est-ce que c'est une notion qu'on peut isoler? Et donc, ce qui a été proposé, là on revient sur l'entreprise, mais on rebondit philosophiquement, il y en a qui ont dit, mais plutôt que de parler du bonheur dans l'entreprise, ne faudrait-il pas parler de la santé? Comment on peut améliorer la santé? Comment est-ce qu'on peut diminuer la souffrance? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, à partir de là, d'avoir un espace, et cet espace, en philosophie, ça s'appelle l'ataraxie. Au lieu de prendre la question du bonheur comme telle, faudrait-il pas prendre plutôt les questions de santé et la manière dont on pourrait diminuer ou écarter les souffrances et à partir de là, pouvoir construire un espace où il y a dans tous les cas un bien-être, dans la mesure où on a éloigné pour partie la souffrance. Dernier élément, et je finis là-dessus parce que ça a saisi tout l'atelier, c'est la question du paradoxe. On parle de bonheur et en même temps on parle de souffrance au travail. Alors, le management a bien compris et intègre, parfois au profit des salariés, cette question, bien évidemment. Il a cette préoccupation, les entreprises, les associations ont cette préoccupation de faire en sorte que les salariés se sentent mieux. Il y a même cette phrase qui est de dire des salariés heureux
sont des salariés qui produiront mieux. Elle est intéressante, cette préoccupation-là. En même temps, et c'est toujours le paradoxe et l'aspect tout tranchant, attention au risque d'instrumentalisation. Mais plus que ça, et ça interroge le bonheur. Est-ce que le bonheur peut être un moyen? Ou est-ce que le bonheur a sa propre finalité? Et c'est un élément dans l'entreprise qui va se poser, et peut-être dans d'autres lieux. Deuxième élément, est-ce que le bonheur, et là j'interrogerai bien ce qui a été dit ce matin, est-ce que le bonheur est quelque chose qui se situe en amont ou en aval? Je m'explique. Est-ce que la question du bonheur, c'est une question que je vais me poser en disant, ben voilà, je voudrais être plus heureux, je cherche, j'ai un cheminement, ou est-ce que le bonheur, là aussi comme le suggérait Kant, ce n'est qu'un corollaire, ce n'est que la cerise sur un gâteau. Je donne un exemple qui a été donné, je vais m'embaucher dans une ONG et pour travailler dans un pays où il y a des difficultés. Par exemple, je suis infirmier. Lorsque je vais travailler, ça va être difficile. Je vais avoir de l'effort, je vais me déplacer, je vais me retrouver dans un pays que je ne connais pas, je vais me retrouver dans des conditions difficiles. Parfois, les résultats du travail ou les résultats de l'ONG seront compliqués parce que le gouvernement ceci, etc. Mais ceci dit, je ne sais pas si vous avez vu souvent les gens qui travaillent dans un ONG, ils ont un visage radieux. Ils ont un visage radieux parce qu'ils n'ont pas cherché le bonheur. Pour autant, ils ont cherché, et ça a été très fort dit pour les entreprises, à correspondre avec leurs valeurs, avec ce qui les fondait, avec ce qui les mobilisait. Et que finalement, le bonheur n'était pas recherché en tant que tel, même s'il pouvait bien sûr être une conséquence de cet engagement. D'où la question, est-ce que le bonheur est en amont ou est-ce que le bonheur est plutôt en aval? Kant disait par exemple que la morale, finalement, c'était le bonheur ne peut pas amener à la morale. Le bonheur, disait-il, n'est pas, on ne va pas vers l'éthique ou la morale pour des questions de bonheur. Par contre, on peut supposer, on peut espérer qu'une pratique éthique se suive ou a pour conséquence un corollaire qui serait le bonheur. Mais ce n'est là aussi donc qu'un corollaire. Donc je voudrais réinterroger ça parce que Frédéric, quand tu as présenté ça, parfois, ou dans le développement personnel, dans tous les cas je le ressens, on a l'impression qu'on fait du bonheur un objectif en tant que tel. Et donc j'aimerais bien avoir cet échange, et peut-être l'atelier aussi, puisque ça a été posé. Je finis là-dessus, j'ai été un peu long, mais je finis là-dessus. Bon. On revient quand même tout de même, et là je dépasse l'entreprise. On parle de bonheur dans la société et depuis maintenant depuis 20-30 ans. Au même moment, on a une émergence, une question là, sinon, c'est la question du sens. Vous l'entendez? Vous avez sûrement des amis qui vous disent, moi au travail, maintenant j'ai perdu du sens. Enfin, la question du sens revient fortement. Alors, comment associer l'émergence du bonheur et l'émergence du sens et éventuellement de son absence? Donc là, pile et face, et voilà, je rends le micro, pile. C'est que justement le bonheur, le fait de faire émerger le bonheur, c'est une tentative, à droite, plus ou moins à droite ou maladroite, mais c'est une vraie tentative, justement, de pouvoir prendre en compte, répondre à cette question du sens qui traverse aujourd'hui la société. Mais face, bon, et là, on rejoindrait, vous savez, ce qu'on appelle les philosophes du soupçon, est-ce que nous mettrions, c'est une question, hein, je n'ai pas de parti pris, mais est-ce que nous mettrions le bonheur dans la vitrine ou dans les vitrines? Parce que dans le magasin, peut-être, parfois, il n'y a plus grand-chose. Merci. Si j'ai bien compris, Christophe, dans ton atelier, vous avez essayé de mettre en articulation deux notions qui sont peut-être assez difficiles à articuler, c'est le bonheur et le travail. Et l'entreprise, précisément, c'est le lieu du travail. Il me semble qu'on sentait bien dans ton intervention et les interventions de ton atelier,
et l'ambivalence profonde du travail. C'est-à-dire que le travail, si on prend son étymologie, tripalium, c'est l'instrument de torture. Ça en dit long sur ce que c'est que le travail, étymologiquement. Et en même temps, et tu as cité Marx, le travail, c'est une forme, où ça peut être, à un certain nombre de conditions, une forme de réalisation de soi, parce qu'en transformant, disons, la nature, etc., disons, on se transforme soi-même. Et donc il peut y avoir tout cet accomplissement, disons, dont tu as parlé, quoi. Donc cette ambivalence du travail dans sa relation au bonheur est importante, d'autant plus que, et ça expliquerait peut-être, c'est une hypothèse, pourquoi maintenant on parle du bonheur dans les entreprises, parce qu'il y a d'une manière générale, dans notre société, une injonction au bonheur. Il faut être heureux. C'est non pas soyez heureux si vous pouvez, c'est soyez heureux, vous le devez. Et alors pour être heureux, ben voilà, il faut rester jeune, ça c'est le jeunisme. Pour être heureux, ben, il faut vivre intensément et s'éclater, disons, dans le moment, ça c'est le présentéisme, etc., etc. Donc cette injonction du bonheur est peut-être à elle seule une façon de le rater, quoi. Et ça c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as envie de réagir, Frédéric. Je t'en prie, Frédéric. J'ai quelque chose à dire aussi sur l'injonction. Je ne sais pas si mon micro marche. Oui, vous entendez bien? Oui, alors pour réagir à la fois sur ce que tu viens de dire sur l'injonction au bonheur, qui rejoint aussi un peu ce que vous nous disiez, très intéressant, hein, sur je trouve ça passionnant de faire ces ateliers entre bonheur et entreprise. Moi, j'ai de plus en plus d'entreprises qui me demandent effectivement de faire des interventions sur l'action du bonheur dans l'entreprise. C'est un peu difficile. Parce que moi, je pense personnellement que c'est pas à l'entreprise de faire le bonheur des individus. C'est à chacun de trouver le métier qui lui convient, qui correspond à ses aspirations personnelles. Mais en même temps, je suis convaincu aussi que le bonheur de l'entreprise doit pas être un obstacle au épanouissement des individus en créant, par exemple, des conditions de travail déplorables. Et donc, les deux points qui reviennent souvent quand je suis intervenant en entreprise et que je discute un peu avec les salariés, c'est qu'ils ont besoin d'un cadre de travail agréable. Vaut mieux être près d'une fenêtre que sans lumière, etc. Donc c'est vraiment important. Ils ont besoin surtout d'un management bienveillant. Ça a été évoqué. Et c'est très vrai que je me souviendrai toute ma vie, l'une des premières interventions que j'ai faites, c'était il y a 10-15 ans chez Orange. Il y avait eu plein de suicides. Et on m'a demandé de parler du bonheur dans l'entreprise. Et là, j'ai demandé aux gens, j'étais en visio avec beaucoup de salariés, j'ai dit répondez-moi, on avait les réponses. Quelle est la première qualité, quelle devrait être pour vous la première qualité d'un manager? Ils ont une énorme majorité, la bienveillance. Ça veut dire qu'il y avait un manque cruel de bienveillance. C'était avec des managers qui les écrasaient, qui les dominaient, tu parlais de la domination, qui n'étaient pas dans un esprit d'accompagnement bienveillant. Et donc ça, je crois qu'effectivement, l'entreprise, par un management qui est un accompagnement bienveillant, peut favoriser et contribuer au bonheur des individus de cette manière indirecte. Après, vous avez parlé de la question du sens. C'est aussi quelque chose qui revient très souvent, et là, il y a encore 3 jours, je faisais une conférence à l'université de Dauphine, à des étudiants des grandes écoles de commerce. Donc j'avais des gens de Dauphine, HEC, etc. Et ils me disaient, la question du sens est primordiale chez nous. Et dans quel sens? Alors à la fois dans celui que vous évoquez, c'est-à-dire avoir, au fond, de savoir où on va, de comprendre le métier qu'on fait, mais pas uniquement. C'est aussi une cohérence entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est un élément assez nouveau. Et les étudiants d'HEC m'ont dit, il y a quelques années, on a posé des conditions. On a dit qu'on voulait que le prochain directeur d'HEC, par exemple, soit sensible à la question écologique. Et que ce soit quelque chose qui soit explicité dans les cours, ce qui n'était pas le cas. Et on a demandé à des entreprises, des grandes entreprises du CAC 40 et d'autres qui veulent nous embaucher, de nous faire une charte de tout ce qui est favorable à l'écologie, à la justice sociale, etc. Parce qu'on ne veut plus travailler dans des entreprises que pour l'argent. On a besoin qu'il y ait une cohérence entre nos valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Donc ça touche à la question du sens directement. Ça montre une évolution effectivement intéressante de cette question. Après, sur la question que vous me posiez, moi je crois qu'en fait, effectivement, la question de mettre en amont le bonheur est assez récente. Même chez les Grecs, quand on voit la manière dont ils parlent du bonheur, d'une certaine manière, ils disent, derrière, comme Aristote, par exemple, dans l'Éthique à Nicomaque, nous dit au fond, ce qu'on recherche derrière toutes les expériences, c'est le bonheur. Donc le bonheur, c'est le bien suprême qu'on recherche derrière des biens particuliers. Mais c'est les biens particuliers qu'on recherche. On recherche un travail qu'on aime, on recherche un conjoint qu'on aime, on recherche à se détendre, et on ne recherche pas le bonheur, c'est abstrait. Mais il nous dit, si on réfléchit bien, ce qu'on recherche derrière tout ça, c'est le bonheur. Et je dirais, ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu la première recherche. Et que donc, du coup, c'est une abstraction qu'on met en devant, et le risque énorme, et là je rejoins ce que Michel disait, c'est que ça devient une injonction,
et qui fait qu'au lieu de rechercher des expériences concrètes du bonheur, on cherche le bonheur en soi. Mais du coup, on ne trouve jamais. Parce qu'il ne s'incarne que dans des expériences concrètes. Et donc, il y a effectivement un vrai danger dans notre monde contemporain, et notamment occidental, c'est de faire du bonheur une quête tellement forte et tellement consciente qu'on en oublie, qui passe à travers des expériences de la vie très, très variées, très diverses. Et du coup, l'injonction au bonheur, qui prend souvent la forme dans la modernité de l'accomplissement de soi, devient écrasante. Parce que si on ne s'accomplit pas, on est à rater. C'était, j'en reviens à l'humoriste, c'était formidable de dire je me suis construit, je me suis raté. Ben voilà, et on veut se construire soi-même, et si on se rate, c'est foutu. Donc finalement, cette injonction au bonheur est écrasante, et il y a un livre formidable que vous avez certainement lu, c'est le livre d'Alan Ehrenberg, La fatigue d'être soi. Alan Ehrenberg est un historien de la psychiatrie, de la psychanalyse, et il montre qu'au fond, la thérapie enfin la maladie, on va dire plutôt la maladie psychique qui dominait du temps de Freud, c'était la névrose, c'est-à-dire le conflit entre le ça et le surmoi. Et puis après, on a eu, avant on a eu l'hystérie, la névrose, et puis il nous dit aujourd'hui c'est quoi la maladie mentale qui domine? C'est la dépression. Et c'est quoi la dépression? Il n'y a plus de surmoi quasiment. C'est quoi la dépression? C'est la fatigue d'être soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre à l'injonction d'être heureux, de réussir sa vie, de tout réussir, et du coup on s'écroule. Et les burn-out sont liés beaucoup à ça. C'était beaucoup lié à la pression qu'on met pour être heureux, pour réussir sa vie. Donc là, il faut être tout à fait lucide là-dessus. Une quête injonctive du bonheur, et surtout qui passe par une réussite matérielle. Parce qu'il faut dire deux choses, c'est qu'il y a l'injonction au bonheur en tant qu'accomplissement de soi, mais que la société globale nous dit aussi que le bonheur, il passe par de l'argent, de la réussite, de la notoriété, du succès, etc. Donc, une compétition avec les autres. Or, on peut imaginer des bonheurs qui passent pas du tout par là, qui passent plutôt par la collaboration, plutôt par la sobriété heureuse, etc. Et donc ça, il faut aller les chercher, c'est pas de la voie dominante. Ce qui fait qu'à la fois l'injonction du bonheur, plus un bonheur qui est lié à une sorte de réussite sociale, ça crée du malheur. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vos remarques à l'un à l'autre, qu'il faut se méfier de cette quête contemporaine du bonheur, elle est très ambiguë. Puisque vous parlez de valeur, et c'est vrai que ça a été évoqué assez fortement dans l'atelier, et aujourd'hui, sans remettre un chiffre, mais j'en ai un dernier, c'est dans la même enquête, un salarié sur deux considère qu'une entreprise, il agit régulièrement ou fréquemment contre ses propres valeurs. C'est pas rien. Et il y a un effet, la valeur, un effet, ce qui a été dit sur la dimension, qu'est-ce qu'a fait cette entreprise, l'environnement vis-à-vis du sens dans la société. Et par exemple, aussi, la question difficile, c'est que, je vais vous donner un exemple. Supposez quelques instants, même si je ne suis pas crédible, que je sois banquier. Vous verrez. Je suis banquier. Et supposez que je suis responsable de patrimoine, donc je vends j'essaie de vendre des valeurs, de vendre des actifs, de vendre à mes clients. Que vais-je faire? Est-ce que je vais leur vendre des actifs en fonction de leurs besoins, de leur situation, de leur goût, de leur préférence, ou est-ce que je vais sous pression vendre des actifs en fonction de ce que l'entreprise valorise pour X, Y raison, pour des raisons financières, pour des raisons économiques? La question du sens de l'entreprise, elle est autour de cette affaire-là. C'est mon travail. Est-ce qu'il est au service d'un client? Est-ce qu'il prend sens de ce point de vue-là? C'est-à-dire que, on parlait de bienveillance, moi il n'est pas très loin, j'aide quelqu'un en vendant quelque chose, je lui rends un service, ou est-ce que finalement je le manipule, même si le terme est un peu fort, et je lui vends quelque chose qui n'est pas réellement au bénéfice de ses préférences, et qui est au bénéfice d'une logique économique. Et le management, il est pris, parce que le management ne choisit pas forcément toujours la logique économique, mais il est pris dans cette tension-là. Et je pense que les questions de sensibilité dans l'atelier, elles naissent et elles sont autour de cette tension que vivent un certain nombre de salariés aujourd'hui. Celui qui a beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, c'est Christophe Desjours, qui est un psychologue du travail. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on n'arrive pas à faire bien notre travail. Et la souffrance viendrait du fait qu'on est empêché
de bien travailler. Et c'est ce qu'éprouvent par exemple les infirmières ou les aides-soignantes, etc., donc, bon, qui sont tellement pressurées dans le travail qu'elles font, etc., qui n'ont pas le temps de dire 2 ou 3 mots, par exemple, à un patient, etc., etc. C'est-à-dire que ce qu'elles font ne correspond pas à la façon dont il faudrait le faire et bien le faire. Et donc l'empêchement de travailler, c'est ça la souffrance au travail. Enfin, c'est des nouvelles formes, par exemple, disons, de souffrance au travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et alors, sur l'injonction du bonheur, il y a des marchands de bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bonheur est un marché. Et ce n'est pas l'offre de bonheur qui manque. C'est au contraire le surplus d'offres qui est extraordinaire. Nous n'avons qu'à choisir, finalement, en prenant notre chariot là, de supermarché, etc., et pour prendre un peu ici un voyage aux Caraïbes, et de prendre un peu par ici le billet de loterie nationale qui nous rendra millionnaire, etc. Mais il n'y a que du bonheur qui nous est offert. Mais tout ce bonheur, il est orienté. Il est orienté, finalement, vers la consommation, c'est-à-dire cette idée que l'on sera heureux quand on possède quelque chose. C'est-à-dire le bonheur orienté vers l'avoir. Tout le problème est de savoir si l'humanité n'est pas en train, quelque part, disons, de se fourvoyer en pensant que l'on peut trouver le bonheur en possédant quelque chose. Le bonheur n'est peut-être pas, disons, dans la possession. Alors certes, il y a un désir, ce désir est canalisé vers la consommation. Mais il n'y a-t-il pas, disons, d'autres formes d'orienter son désir que vers la consommation? Donc tout le problème, disons, d'une autre conception finalement des voies vers le bonheur et vers la sagesse, notamment, parce que la sagesse est une des voies du bonheur, en tout cas pour les philosophes de l'Antiquité, c'est d'orienter, disons, vers le désir avec autre chose que l'avoir. Par exemple, vers la création artistique, par exemple, vers la recherche scientifique, par exemple, vers l'activité philosophique. Tout ce que Freud appelait finalement un petit peu une façon de sublimer, donc quelque part, disons, nos pulsions. Donc tout est un problème finalement d'orientation de notre désir. Et c'est quelque chose peut-être dont on n'a pas, disons, suffisamment parlé. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, c'est central. Et c'est vrai qu'on a parlé un peu de Spinoza tout à l'heure, mais la grande clé de l'éthique spinoziste, c'est l'orientation du désir. C'est la raison de nous aider à orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et qui sont en même temps, qui développent une utilité à la société. Et donc tout ce qui nous rapetisse, nous diminue, nous met dans la tristesse, et tout ce qui nous coupe du lien aux autres et de l'utilité sociale aussi. Et donc c'est très important de savoir orienter son désir. On ne peut pas, le désir c'est l'essence de l'être humain, on ne peut absolument pas le supprimer, on peut l'orienter vers des cibles qui effectivement nous permettent de grandir, de faire grandir la société. Et il y a 2 choses qui me sont venues à l'esprit en t'écoutant. Il y en a une que j'ai déjà oubliée, c'est pas grave. Oui, je m'en souviens. C'est ce que tu dis sur la consommation du bonheur. Il y a un lama tibétain qui s'appelle Shogyen Trungpa Rinpoche, qui est le premier lama tibétain qui est venu en Occident dans les années 60. Après l'exil, après l'invasion de la Chine, 1959, il est parti en Angleterre, puis aux États-Unis. Et là, en 1972, il a fait un séminaire à Butler, aux États-Unis, où il a dit « Les Occidentaux, je commence à comprendre que vous êtes tous des consommateurs et vous consommez la spiritualité, comme vous consommez les biens matériels. » Il dit, vous venez assister à des grandes initiations tibétaines, etc. Puis dès que ce sera fini, vous irez assister à des grandes initiations chamaniques, etc. Puis dès que ce sera fini, et donc vous consommez les initiations, vous consommez les livres, mais vous n'imprégnez rien. Ça ne vous transforme pas. La spiritualité doit vous transformer. Ça ne doit pas être un objet de plus de consommation. Là, je crois qu'il a tout compris de ce que nous sommes effectivement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au bonheur et l'idée que les Grecs en avaient, qui était quand même reliée à la justice et au bien commun. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est que le bonheur, il est très perçu de manière individualiste. Mais pour les Grecs, c'était très important de relier au bien commun, au bien de la cité. Et même le politique était plus important que l'éthique. C'est-à-dire ce qui comptait, c'était le bien de l'ensemble. Et donc un individu doit contribuer au bien commun. Et c'est ce lien bien commun, bien individuel qui s'est rompu aussi fortement il y a moins de 30 ans. Parce qu'il y avait encore cet idéal républicain très fort, où le bien commun était très fort au XXe siècle. Et puis il y a eu cette rupture, et dans les années 60-70, on est parti vers un bonheur coupé du bien commun. Et donc on a perdu ce que les Grecs appelaient la vie bonne. Et la vie bonne, c'est le bonheur plus la justice.
Et je me souviens d'un atelier philo, je ne peux pas m'en empêcher, hein, Jean-Charles, tu as raison, je pique toutes mes idées aux enfants. Je me souviens d'un atelier philo, juste après les attentats du Bataclan. C'est une anecdote que je rapporte souvent parce qu'elle m'a vraiment marqué. Et donc, je fais l'atelier qui avait été prévu, c'était qu'est-ce qu'une vie réussie? Bon, on était quelques jours après les attentats du Bataclan. Je me suis dit, je ne vais pas changer de sujet, on va voir ce que ça donne. Et puis les enfants qui partent sur l'idée, assez vite, la majorité, au fond, réussir sa vie. Alors d'ailleurs, première réflexion, réussir sa vie, c'est mourir sans regret. Je me suis dit, j'avais jamais pensé à ça, c'est pas mal déjà, comme réflexion d'enfant de devant. Et puis après, l'idée qui domine, c'est le bonheur, c'est-à-dire, si on meurt heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Et donc, réussir sa vie, c'est être heureux. Ok, très bien, tout le monde est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et un garçon qui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que les terroristes qui ont tué les gens là au Bataclan et tout, ils sont morts heureux. Ils sont morts heureux, ils pensent aller au paradis, ils étaient heureux, et pourtant, moi je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors je dis pourquoi? Parce qu'il me dit, je pense que réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais sans avoir fait du mal aux autres. C'est pas avoir construit son bonheur sur le malheur des autres. Et là, tous les enfants, c'est parti. Mais oui, les riches qui ne partagent pas, ben, ils sont peut-être heureux, mais en fait, ils ont raté leur vie, etc. Donc on est parti sur la justice. Et l'idée qui est arrivée, c'est que réussir sa vie, c'est effectivement le bonheur et la justice. Respecter les autres. Et à ce moment-là, je dis au petit garçon qui avait lancé ce formidable débat, je lui dis, tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit la même chose. Il a dit, au fond, il faut distinguer la vie heureuse, qui peut être égoïste, de la vie bonne, qui implique ce souci des autres et cette justice. Et il me répond, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Et il a raison, parce que Socrate pense comme lui, il pense comme Socrate, c'est le bonheur de la philosophie. Merci Jean pour ces comptes rendus, disons, intéressants. Je ne parlerai pas moi-même du contenu, disons, du café philo, grosso modo. C'est quelques idées qui ont été ébauchées, mais qui ont beaucoup développé, disons, ce matin. Par contre, ça serait peut-être intéressant de donner quand même, dans le quart d'heure qui nous reste, peut-être la parole à la salle, car nous causons, mais vous avez peut-être aussi des choses à dire. C'est bon, on m'entend. Je voulais simplement partager un petit souvenir très personnel, mais en particulier avec le monsieur qui se trouve à ma droite sur la scène. Voilà. Christophe, c'est ça? Voilà, je suis là. Au fond, tout à fait au fond. Non, je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave. Ah, je fais des signes. Voilà, il me voit. Bon. Un petit souvenir. Mon fils, Grégoire, a travaillé pour une boîte de téléphones portables et choses comme ça. Et il tenait un magasin à La Rochelle. Et j'arrive le rejoindre au magasin le 31 décembre. Et nous partions rejoindre son épouse, sa maman et la famille pour passer le réveillon ensemble. Et j'arrive, et Grégoire était en train de vendre un téléphone portable. Ah, monsieur. Et il le vend à une dame, à une vieille dame, qu'il achetait pour son petit-fils. Et il arrête, bon, voilà, il me dit, bon, je clôt le compte. Et il revient, il avait les larmes aux yeux. Et je lui dis, ça va, Greg? Non, ça va pas du tout, non. Parce que je viens de vendre à cette dame quelque chose dont ni elle, ni son petit-fils n'avaient besoin, mais je l'ai vendu parce que si je ne clôturais pas mon compte ce soir, je ne
touchez pas ma prime de fin d'année. C'est tout. Je voulais vous le partager parce que ça me semblait aller tout à fait dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Merci monsieur pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre, oui, je vois des mains levées là. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. Salut, oui. Bonjour. Je ne sais pas si ce que je vais dire c'est très clair parce que pour plein de raisons, je ne rentre pas de la ponie, je suis un peu fatigué, mais je veux m'appuyer sur ce qu'a dit monsieur. C'est moi, il me manque presque une mise en pratique en fait de tout ce que vous avez réussi à synthétiser et à rendre, à vulgariser. Et ce qui est formidable quand on vous écoute, c'est que le bonheur, en sortant de là, ça a l'air finalement simple, étant des principes simples à mettre en place. Si je reprends l'exemple du monsieur, en même temps, est-ce qu'on est outillé à un moment donné pour dire stop en fait? Certes, c'est parce que je dois clôturer mon compte que je vais imposer à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas besoin. Mais on en parle comme si c'était simple de dire non à cette pression, comme si on avait été éduqué pour ça. Et moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est, vous en avez parlé ce matin, c'est la question de l'éducation. Est-ce qu'il n'existerait pas un moyen, non pas d'apprendre par les mots et la pensée à nous rectifier plus tard avec la thérapie et tout ça, pour avoir des outils pour accéder au bonheur, ou de faire vivre directement à nos enfants la pratique qui permet ce bonheur? C'est un peu ce que vous faites par les ateliers à l'école. Il se trouve que nous, on est dans une association qui avons ouvert une école où on a essayé de repenser les choses pour dire, non pas pour ajouter l'atelier philosophique comme un autre outil par-dessus les autres matières, comme quelque chose d'accessoire, mais à la base de ce qui se vit, de ce qui se pratique et de ce qui se questionne. Parce que moi, je suis toujours fasciné qu'on soit encore subjugué par le fait que les enfants pensent. Et vraiment de dire, ah bon, il a 9 ans et il a des choses à dire sur la vie, l'amour, le bonheur, sachant que même nous adultes, on ne sait pas le définir. Effectivement, ils en parlent aussi bien que nous, parfois même de manière plus essentielle. Et donc moi, c'était la question qui rejoignait une question d'une dame ce matin sur la responsabilité, que ce soit des éducateurs ou des politiciens, à un moment donné, on est obligé de se questionner sur les conditions favorables au bonheur. Et entre autres, moi je voulais prendre, pour concrétiser un petit peu ça, c'est ce matin vous avez parlé de cette qualité de présence, entre autres, mais c'est pour prendre un sujet. Comment peut-on favoriser, parce que si le bonheur s'apprend, alors on peut le faire apprendre. Si j'ai bien compris, ça ne s'apprend pas comme une leçon, mais juste en créant les conditions favorables pour l'émergence de la singularité de chacun, etc. Comment est-ce qu'on peut favoriser la qualité de présence des enfants et par désir mimétique, ou en tout cas par exemple arrêter, la qualité de présence des adultes qui pourraient permettre aux enfants de se calquer sur ce modèle? Oui, je voulais... C'est bon, ça marche. Je voulais d'abord intervenir par rapport à cela. Il me semble que ce qui se joue... Je ne suis pas nécessairement subjugué par ce que font les enfants. Je suis intéressé et je trouve que mon devoir est de les armer intellectuellement à penser, à ne pas me contenter de ce qu'ils disent, à les amener dans leur retranchement pour les forcer à aller plus loin, avec le souci qu'ils puissent prendre position, oui, sans doute, qu'ils puissent prendre position plus tard, et peut-être parfois plus de courage que moi ou que d'autres. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils vont penser. Peut-être qu'ils trouveront que l'entreprise est un lieu fantastique toujours, peut-être pas. C'est pas mon boulot, ça. Moi, mon boulot, c'est qu'ils se construisent intellectuellement, et l'atelier philo est le lieu, est un des lieux, sinon toute l'école est le lieu de la construction intellectuelle. Un lieu central pour ça, dans l'espoir qu'ils vivent peut-être en cohérence avec eux-mêmes, mais peut-être dans des options qui sont très différentes des miennes
aussi, et ça voudra dire que j'aurai réussi mon métier. Voilà. Donc, bon, j'entends bien, vous êtes dans une école où j'ai l'impression qu'on cherche à faire ça. Voilà. Et il me semble qu'une des façons de faire, c'est justement ce type d'atelier où finalement, voilà, ils vont apprendre à se positionner face aux autres, aussi à réagir, à défendre un point de vue, à l'examiner, à le critiquer, à s'autocritiquer, à s'examiner intellectuellement. Et ça, je crois que c'est fondamental, et ça va rejoindre cet effort. Ce matin, on évoquait, je finirai par là, le fait que Frédéric évoque des exemples personnels, et on disait, c'est pourquoi finalement? C'est une façon de montrer une cohérence, intellectuelle entre une pensée et une action, et je pense que ça, les enfants ont aussi besoin d'examiner ça, et que c'est, voilà, que l'école, il faut aussi que ça soit le lieu, pas simplement d'un examen purement intellectuel, mais aussi de réflexion sur l'action et du lien entre l'action et la pensée. En cela, c'est en cela que c'est au centre de l'école républicaine pour moi. Alors, je crois qu'on aura la possibilité demain, après le film précisément, donc on voit Frédéric Lenoir donc philosopher, disons, avec des enfants, c'est le grand intérêt du film, et puis surtout de voir ce que les enfants disent, quoi. Voilà, des enfants filmés, des enfants qui pensent, ceux qui pensent que les enfants ne peuvent pas penser, il faut qu'ils aillent voir ce film. Voilà. Et alors, moi, je soutiendrai la thèse que l'atelier philo est une préparation précisément, disons, au bonheur. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va considérer les enfants, comme disait le regretté Jacques Lévin, qui a été un psychanalyste, un psychologue pour enfants, qui s'est beaucoup préoccupé de la philosophie avec les enfants, dans son association, l'Axas, c'est qu'on considère les enfants comme des interlocuteurs valables. C'est-à-dire non pas comme des petits hommes, mais dans le petit homme, je retiendrai homme. C'est-à-dire, au sens générique, homme et femme, fille et garçon. C'est-à-dire que considérer quelqu'un, fût-il petit, comme un humain, qui est doté d'une condition semblable aux autres, c'est-à-dire la condition humaine, et qui finalement est capable de dire sur ces problèmes essentiels, des choses essentielles, et en commençant par formuler les questions fondamentales qui se posent à l'humanité, le considérer comme interlocuteur valable, c'est le faire grandir en humanité, comme le disait, disons, Jacques Lévin, et du coup, lui montrer qu'il a raison, et qu'il a des raisons de vivre, puisqu'il est considéré comme un humain qui a quelque chose à dire, disons, sur l'humanité, et ça produit des effets, quasi thérapeutiques, sur un certain nombre, disons, d'enfants, alors que l'effet thérapeutique n'est pas recherché, mais il est de surcroît. C'est-à-dire que des enfants qui sont en situation de difficulté ou d'échec, disons, à l'école, et qui se sentent nuls, parce qu'on les trouve nuls scolairement, ils se trouvent nuls tout court, et bien c'est ce sentiment de mésestime, disons, de soi, ça c'est très important, que la considération de l'autre comme personne, disons, humaine, ça le restaure, c'est un phénomène de restauration, disons, narcissique, qui l'aide à grandir et qui le remet debout. Moi j'ai une vidéo absolument remarquable, où j'interviens dans un groupe d'enfants, ce qu'on appelle des prédélinquants, si vous voulez, donc où on les amène dans un appartement, on ferme la porte derrière, etc. Ils se trouvent dans un éducateur, disons, spécialisé. Et j'arrivais précisément pour parler disons, de la question du bonheur. Et j'ai cette vidéo filmée. Et au début, alors on les voit comme ça, là, la tête, la casquette derrière, etc. Puis, au bout d'un quart d'heure, ils se redressent sur leur chaise. Vous passez encore un quart d'heure, ils sont comme ça. Le corps s'est redressé. Et ça, je veux dire, c'est une symbolique du corps. C'est-à-dire qu'en reprenant conscience du fait qu'ils étaient des homo cogitans, c'est-à-dire des hommes qui pensent, et bien du coup, il y a une espèce de restauration qui fait que je vaux quelque part la peine d'être vécu. Et la deuxième condition de la préparation de l'atelier philo au bonheur, c'est que ça se passe en communauté de recherche. Et c'est là où je prends conscience que pour penser, je pense par moi-même, mais par et avec les autres. Et là on éprouve, et c'est des moments de grâce pour les animateurs que vous connaissez,
de voir des enfants qui pensent ensemble avec l'animation, disons, d'un adulte, c'est un très grand bonheur pour eux. Parce que chacun dans ce groupe est une personne ressource pour tous les autres, pour chacun et pour tous les autres. Et donc il se rend compte, quelque part, là aussi, qu'il a une utilité sociale et donc qu'il vaut la peine d'être vécu. Et dès lors que quelqu'un sent qu'il vaut la peine d'être vécu, il vit une forme de bonheur. Des enseignants, parce que Luc Ferry, qui est venu ici, avec qui on a discuté justement de ces ateliers, a dit, moi, les petits-enfants, je ne les donnerai jamais à une personne que je ne connais pas suivre des discussions à visée philosophique. Alors bon, c'est une parole un peu implacable, mais c'est quand même un vrai problème. De former des enseignants, vous le savez, c'est votre métier, mais ça n'est pas sa simple compétence. Il y a d'autres choses en jeu. Il y a de la morale, il y a des valeurs, on peut dire des choses très graves à propos de la vie, à propos de l'amour, qui peuvent avoir des conséquences absolument désastreuses. Il me semble qu'il y a quand même ce problème qu'il faut pas oublier, que vous connaissez, j'aimerais bien que vous en parliez. Et puis la deuxième question, Frédéric, c'est, bon là c'est juste une question de raisonnement, mais qui est peut-être un peu con-con, mais est-ce que ça ne vous fait pas peur? Je me fais l'avocat du diable, hein, parce que je suis à fond dans leur démarche, hein, vous ne me prenez pas, mais j'ai des doutes, hein, parfois. Et donc, est-ce que de créer un moment à l'école spécifique, je ne parle pas de discipline, spécifique où on va parler, ne va pas avoir l'effet qui serait stupide, mais là on parle, on va en mathématiques, là c'est les maths, c'est les français, etc. Alors que le domaine des mathématiques, le domaine de l'histoire, le domaine de la science, sont véritablement des domaines complètement en lien, à mon avis, hein, avec la réflexion philosophique. Faut-il travailler vers une mise en évidence de cette activité et faut-il la travailler d'une manière transversale, en dehors du contexte de l'école en général, avec peut-être des dangers, ou alors ne serait-il pas bon de former les enseignants, et je ne les critique pas, j'en suis un vieux, hein, qui avait besoin d'être formé, qui a encore besoin d'être formé certainement, dans des tas de choses, mais ne serait-il pas plus pertinent de s'interroger sur la formation au niveau des maths, des mathématiques, la science, hein, l'argumentation, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu peux justifier problème de maths, bref, je m'arrête, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, les deux questions. Non, mais ces deux questions vont ensemble, hein, c'est qu'effectivement, et elles traduisent, pour moi, et vous faites bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus, une méconnaissance de ce que ce sont les ateliers de philo avec les enfants. Lorsque Luc Ferry, on a déjeuné ensemble il y a 5 ans pour parler de ça, quand j'ai créé la fondation Sèvres, où on développe des ateliers de philo, il m'a dit, mais Frédéric, il ne faut surtout pas faire ça. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'il me dit, ce sont tous ces gauchistes de profs qui vont balancer leurs idées pourries dans la tête des élèves. Bon, là, voilà. Et je lui ai dit, mais Luc, tu ne sais pas ce que c'est qu'un atelier philo. Un atelier philo, c'est pas un prof qui transmet ses idées, ce sont des enfants qui expriment justement leurs convictions et qui essayent d'apprendre des habiletés de pensée, comment raisonner, argumenter, etc. Et l'animateur ne donne jamais son point de vue. Il me dit, j'y crois pas. Bon. Je lui ai dit, viens assister à un atelier, et je l'attends toujours. Et c'est ce qui se passe dans un atelier. Et là, il y a un grand malentendu, et j'ai eu cette discussion 20 fois avec les inspecteurs généraux de philosophie, qui sont contre pour les mêmes raisons. Mais on leur dit, mais assistez à des ateliers, vous verrez qu'on n'est pas là pour faire un cours de philosophie. On ne va pas dire à des enfants de 6 ans ou 8 ans, voilà ce que dit Kant et voilà ce que dit Spinoza. Par contre,
on traite d'un sujet dans lequel les enfants s'expriment, on fait circuler la parole, et Michel Tozzi a mis en place tout un mode très élaboré de circulation de la parole, de reformulation, etc., qui fait que c'est un laboratoire, au fond, de démocratie dans lequel les enfants apprennent à débattre, apprennent à s'écouter. Et on a vu les meilleurs résultats, il y a eu des études d'impact qui ont été faites notamment à l'école de philosophie de Genève, où ça fait 20 ans qu'ils font des ateliers de philo. Ils ont suivi des classes qui avaient fait des ateliers philo pendant plusieurs années et d'autres qui n'en avaient pas fait. Ben, les résultats sont stupéfiants. C'est qu'on voit que les enfants qui ont fait des ateliers de philo sont beaucoup plus à l'écoute. Ils savent écouter, ils apprennent à écouter. Et ils ont une qualité de discernement d'esprit critique qui est bien supérieure aux autres. Et donc on apprend aux enfants à penser par eux-mêmes. C'est ce que nous disait Montaigne, quand il nous disait faut, plutôt que d'apprendre à faire des têtes bien pleines, il faut aussi faire des têtes bien faites. Apprendre aux enfants à juger. Et donc, ça a énormément de qualité d'atelier de philo. Ça permet à la fois de donner confiance, comme le disait Michel, aux enfants. Beaucoup d'enfants qui ne s'expriment pas, qu'on dit nuls en classe, ils deviennent excellents en atelier de philo, puisqu'ils expriment une pensée personnelle qui est très forte. Mais qui peuvent pas, ils ne savent pas répéter, mais ils savent créer, ils savent dire des convictions profondes. Ça apprend la bienveillance, l'écoute, le débat, et ça développe des habiletés de pensée qui sont utiles dans tous les domaines et dans toutes les matières. Et là, je rejoins ce que vous disiez, c'est que quelqu'un qui développe des habiletés de pensée, qui apprend à mieux argumenter, qui apprend à mieux conceptualiser, etc. Mais c'est utile dans toutes les matières. C'est utile dans sa vie tout court. Et à l'époque des réseaux sociaux, dans lequel les enfants passent 5 heures par jour en moyenne, les adolescents, sur leur smartphone, dans lequel il y a des théories du complot partout, dans lequel il y a des théories des rumeurs, il y a des rumeurs partout, dans lequel on sait que tous ceux qui dirigent les réseaux sociaux cherchent à envoyer des publicités ciblées aux enfants en fonction de leur goût pour les enfermer dans une seule vision du monde. Ce qui fait que d'ailleurs les adultes aussi sont pris là-dedans. Si vous avez cliqué une fois sur une vidéo complotiste, vous allez en recevoir 50. Si vous avez cliqué une fois sur tel type d'information, vous allez recevoir plein de choses du même ordre. C'est-à-dire que tous les algorithmes des réseaux sociaux sont faits pour nous enfermer dans ce qu'on pense déjà. Eh bien, apprendre aux enfants à écouter les autres et à voir qu'on pense mieux ensemble et à grandir dans cette conscience de l'altérité et dans cette qualité d'écoute, je pense que rien de plus salutaire aujourd'hui, et c'est exactement l'inverse de ce que pense Luc Ferry. Je voulais souligner aussi que ce qui fait avancer les enfants transforme aussi l'enseignant. Les gens qui ont ce type de pratique se mettent à prêter attention aux enfants, aux élèves, d'une autre façon et vont souvent agir pédagogiquement de façon assez différente en prenant compte de l'intelligence des questions des enfants, qu'elles soient en philosophie ou en mathématiques ou en sciences, en histoire, et en tout ce que vous voulez. Voilà. Et j'ajoute qu'il y a quand même aussi une particularité au questionnement philosophique, c'est que ce moment d'atelier philosophique, il est aussi, à la différence des autres disciplines, la philosophie ne prétend pas apporter les réponses. Or, moi, mon métier de formateur, d'enseignant, c'est de vérifier que mes étudiants ont bien la réponse aux questions qu'ils adressent aux enfants. 2 fois 3, est-ce qu'ils savent que ça fait 6? Il faut que je vérifie. Maîtrisent-ils les connaissances qu'ils ont en charge de transmettre, qui est le rôle de l'école? Sur les ateliers philo, on est là dans des questions où finalement, même si ces personnes sont des adultes et qui ont même des réponses possibles à certaines des questions qu'ils adressent aux enfants, dans la fin du fin, ils n'ont pas la réponse à ces questions-là. Et donc, quelque part, une forme d'aplanissement aussi de l'interrogation. Moi qui adore m'exprimer grossièrement quand je suis en public, je vais dire, on est dans la même merde. Ils ne le disent pas comme ça, je fais exprès de... Bon voilà, mais c'est pour dire, on est dans cette difficulté qui est celle de l'être humain de penser le monde. Et ça, c'est intéressant parce que la difficulté, l'enseignant l'a comme les enfants. Alors bien sûr, par contre, il faut écouter ces critiques. Et il faut se dire, attention, il y a un risque, il faut former les gens à savoir faire ce qu'explique... c'est ce moitié trop... ce que tu expliquais, du coup. Pardon, allez, comme quoi. C'est contagieux. Il y a ce risque. Il y a un risque de manipulation à l'école. Il y a ce risque, il existe. C'est à nous de former les gens à se rendre compte qu'ils peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, on est convaincu qu'on a raison. Et j'ai un de mes étudiants, une fois,
je suis allé observer qui était en train de faire un atelier, et en face, devant moi, il manipule les enfants. Et les enfants en arrivent à la conclusion, à une conclusion. Je me dis, mais... Et je lui dis, mais... Après, dans le débrief, quoi, je lui dis, mais... J'ai l'impression que là, tu les as emmenés sur une réponse. Il dit, bah oui. Je dis, ah bon, mais... Il dit, bah oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, et je pense que la réponse, c'est ça. Donc, en gros, pourquoi j'irais les amener autre part? Parce que j'ai la bonne réponse. Et il n'avait pas pris conscience de ça, mais évidemment, ça c'est le rôle de la formation, précisément, de lui apprendre à avoir cette éthique par rapport à ça. La formation éthique des enseignants est un sujet qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Moi, j'aime bien la phrase de Matthew Lipman, qui est le philosophe américain qui, dans les années 1970, à la première fois, il perd un petit peu de la philosophie pour enfants, il dit « Moi, je n'amène pas le groupe et les individus du groupe, les élèves, où je veux qu'ils aillent, je les accompagne où ils vont. Je les accompagne où ils vont, et moi j'ajoute, sans qu'ils aillent pour autant n'importe où. » C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a des réponses qui sont plus ou moins argumentées. C'est la différence. Et c'est aussi une conception de la vérité, l'épistémologie qui correspond beaucoup plus à la vérité, disons, au sens moderne du terme, qui n'est pas finalement, disons, une vérité absolue, philosophique absolue, si vous voulez, définitive, qu'on identifie donc comme du dogmatisme, mais une conception beaucoup plus élaborée de la vérité qui rentre finalement dans la complexité. Si un élève sort d'un atelier philo avec une question qui n'était pas la même qu'avec celle dans laquelle il était entré, on n'a pas travaillé pour rien. Cultiver la question et non pas seulement la réponse, c'est ça l'esprit de l'éveil à la philosophie.